Après avoir écouté Corinne me parler de communication animale, j'ai tenté de laisser tomber mes barrières, mes a priori. Et cette ouverture, je la sens, me permettra de mieux considérer les animaux. Mais cela va bien au-delà. Comme Corinne l'a dit, on peut communiquer avec tout. Les plantes, les roches, la rivière. Des camarades m'ont parlé d'un village dans les Cévennes, où paraît-il on y tisse un lien intime avec l'environnement. Tous ensemble, nous décidons d'aller à sa découverte. Les Cévennes, ça me fait penser au voyage de Robert Louis Stevenson, dont il a tiré un bouquin. Dans un des passages, il y est écrit « Je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les nécessités et les embarras de la vie, de quitter le nid douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds le granit terrestre et les silex épars avec leurs coupants. » Quand je suis arrivée à la salle, c'était exactement ainsi. Le granit et l'eau. De l'eau partout. Une jolie rivière traverse le village de la salle. C'est même son cœur. Elle fait partie de la vie de chaque villageois ici. Sylvain est fasciné par cette rivière. Impossible pour lui de s'en détacher. Elle le retient comme un aimant. Il propose de nous emmener dans son refuge secret. J'ai toujours aimé la nature, c'est pas pour rien que je m'appelle Sylvain d'ailleurs. Petit homme des bois, ça veut dire ça. C'est la rivière. L'eau, je sais pas, il y a quelque chose. J'ai un truc avec l'eau. J'ai toujours eu les pieds dans l'eau ou les pieds hors de l'eau et tout le reste dans l'eau. Enfin, je suis quelqu'un qui est très proche de vraiment ancré avec la pierre et l'eau. Je trouve ça, enfin, c'est les minéraux pour moi. Donc franchement, ici pour moi ça fait partie du village, hein, donc c'est vraiment la rivière qui elle longe. Enfin, c'est plutôt le village qui fait partie de la rivière, quoi. C'est l'inverse. Parce qu'il s'est collé exprès à la rivière, quoi. Donc elle était là avant le village, hein. Donc c'est grâce à cette rivière qu'il y a de la vie dans les Cévennes, hein. C'est grâce au cours d'eau qu'il y a de la vie, aux sources. Ça maintient l'homme, quoi. Heureusement que la nature est là pour ça. La rivière est là. Elle donne vie au village. Elle maintient l'homme. Elle est aussi importante qu'une maison solide dans laquelle on trouve refuge. Aussi importante qu'une amie rencontrée sur le chemin avec qui on bavarde gaiement. L'eau est partout, y compris dans l'imaginaire et les légendes du coin. Plus haut dans le village, il existe une fontaine, surnommée la fontaine de l'amour. L'eau à la salle est décidément magique. Elle est bonne? Elle est fraîche. Elle est fraîche? Oh, Mais oui. est-ce qu'elle a un goût spécial? Sucré? Elle a un goût d'eau. Est-ce que tu sens qu'il y a la passion qui... Je ne sens pas d'amour Oui. monter en moi. Peut-être que ça prend du temps. Ça va arriver, c'est ça? Les gens ici boivent plusieurs bouteilles par jour. Faut en boire toute une vie pour... C'est ça. Pas loin de la rivière, les villageois ont aménagé des jardins partagés où ils pratiquent une agriculture en lien avec la nature. C'est là où nous avons retrouvé Aurore, habitante de la salle depuis 3 ans, qui nous parle de son environnement, de ses liens avec la nature, avec les non-humains du territoire. Non, au début, je voulais pas vraiment vivre ici parce que parce qu'il y a de l'eau partout qui passe justement et que le lundi c'est le marché, donc je suis toujours venue, même en habitant
plus loin, je suis toujours venue sur le marché et c'était toujours glacial. Sous ces halles là, c'était glacial, avec du vent, très humide. Et je me suis dit, je n'habiterai jamais à la Salle. Cette rue principale ne me plaisait pas spécialement. Je trouvais ça pas très rigolo. Et en fait, le fait d'y être, c'est très très vivant. Mais j'ai pas vraiment choisi d'être là. Voilà, ça s'est fait naturellement. J'ai pas du tout envie d'y partir. Par rapport aux autres petits villages, l'espace est assez grand pour pas se voir, si on veut ne pas se voir du tout. Et à la fois tout petit, parce qu'on se croise tout le temps. Enfin, voilà, on croise toujours les mêmes gens dans les balades. Mais voilà, cette nature, je l'adore et j'essaie d'y être le plus possible. Seulement parce que c'est beau, seulement parce que je me ressource, parce que ça sent bon, parce que... Et ici, c'est énorme pour le coup. C'est énorme. Autant il y a cette avenue principale qui est bétonnée, avec ses maisons, on se dit pourquoi on habiterait là. Et en fait, de part et d'autre de ces maisons, il y a des jardins. Et après, il y a toute cette immensité, très facilement, hein, si on suit les rivières. Et puis, il y a toujours des chemins à découvrir, pas loin. Balade, pour cueillir. Moi, je suis pas grande cueilleuse, mais quand même, là, en ce moment, j'ai mes petits ciseaux et gants et un petit sac. Et je vais cueillir des choses, je les fais sécher. Donc, la dernière fois, je suis allée dans le jardin d'une amie pour récolter du sureau. Il y avait un portail, donc voilà, je rentre, j'étais toute seule, je chantais à tue-tête parce que je savais que j'étais toute seule et qu'il n'y avait pas vraiment de voisins. Je chante, et je sens une présence d'un coup derrière moi. Avant, j'avais vu des crottes de... Je sais que parfois il y a des ânes en fait qui sont là. Mais là, je suis arrivée, il n'y avait pas d'âne du tout. Et pendant que je ramassais mon sureau, je voyais des crottes bien fraîches là. J'ai dit, ils ont dû passer par là. Et puis, je chante, je coupe, je remplis. Je sens une présence, je me retourne. L'âne qui me fonçait dessus. Gentiment. Tout. Bonjour. Bonjour. J'ai plus bougé. Je reculais un peu, j'ai dit bon Aurore, il va rien te faire, j'ai déjà fait des balades. J'ai déjà fait des balades avec lui ou pas, je sais pas si c'est lesquelles c'était, je ne les reconnais pas. Et j'ai dit bon ben, tout doux, il va rien me faire, ça va pas me sauter dessus. J'ai commencé à toucher là, lui parler, je ramasse des fleurs, je ramasse les fleurs. Et puis petit à petit quand même, mon cœur battait super fort. J'ai reculé, je suis partie et je l'ai laissé tout seul. Et là c'était affreux, des cris affreux, parce qu'il voulait pas rester tout seul et que j'étais là, il voulait me suivre. L'âne. Tiens, l'ami de Stevenson. En voyant la rivière, les jardins, j'ai repensé à un autre passage du bouquin. Une étroite bordure de frênes cerclait la cime des monts, comme du lierre sur des ruines. Sur les versants inférieurs et au-delà de chaque gorge, des châtaigniers par groupes de 4 montaient jusqu'au ciel sous leur feuillage épandu. Certains étaient implantés chacun sur une terrasse individuelle pas plus large qu'un lit. D'autres, confiant en leurs racines, trouvaient moyen de croître, de se développer, de rester debout et touffus sur les pentes ardues de la vallée. D'autres, sur les bords de la rivière, restaient rangés en bataille et puissants, comme les cèdres du Liban. Les terrasses, l'aménagement des terrasses cévénoles, j'aimerais mieux connaître leur histoire, comprendre le rapport particulier qui lie les humains à la terre, à leur paysage. À cette question, tous les villageois nous ont poussés à aller rendre visite à François, le botaniste. Mais j'étais en Corse il y a quelques années, j'ai ramené un fenouil qui n'est pas le fenouil qu'on trouve ici sur les bords des routes. C'est un fenouil qui est beaucoup plus grand, qui pousse jusqu'à 2 mètres de hauteur et qui est une espèce un peu différente. Le rapport de l'homme et au paysage, c'est quand même très intéressant aussi ça, parce que on ne trouve plus nulle part de paysage entièrement naturel. Ça n'existe pas. Hein. Même, alors à la rigueur dans des forêts primaires comme il y en a au nord de Tenerife, et en France il n'y a plus de forêts primaires. Il y a quelques forêts secondaires, mais encore pas trop. Et donc tout a été façonné par l'homme. Tout. Même les cours d'eau, même le... Ouais. Ici, on est plutôt dans du vieux granit, du granit en décomposition, qui fait énormément de sable, donc, et donc énormément de silice.
Donc c'est des terrains qui sont assez pauvres naturellement, qu'il faut amender pas mal. Mais c'est des terres quand même, toutes ces terrasses, elles ont été faites à partir du 18-19e siècle. Là. C'est pas, les terrasses cévenoles, c'est pas très très ancien, on croit toujours que c'est le Moyen-Âge, mais au Moyen-Âge, il n'y avait personne dans les Cévennes. Et donc ces terrasses, elles ont été faites et ils ont rapporté de la terre. Et cette terre, ils l'ont travaillée. Cette terre, ils ont mis du fumier pendant des années. Donc on finit par avoir des bonnes terres quand même. Mais c'est intéressant de voir aussi comment ça s'est fait, parce que les Cévennes, qui étaient un pays pauvre, a trouvé des moyens de s'enrichir justement en transformant les paysages, en y implantant d'abord le châtaignier, qui était le châtaignier était naturel mais il était sauvage, donc il a fallu créer des variétés de châtaigniers, créer des châtaigneraies. Puis après à partir d'olivier de serre, ils ont découvert le mûrier, la soie. Donc ils ont transformé des terrasses partout pour commencer à cultiver du mûrier pour élever les vers à soie. Alors j'ai herborisé pendant des années tout autour. Alors là j'ai vraiment fait, parce que j'avais un herbier où il y avait à peu près 1000 planches, donc un petit millier de plantes, qui sont toutes des plantes locales ou plus ou moins locales, hein, parce qu'il y avait quelques plantes introduites quand même dedans. Et donc cet herbier il est parti maintenant à Montpellier. Et donc j'ai tourné partout dans le coin, hein, depuis les Gouales, hein, toute la région là jusqu'au Garrigues, au-dessus de Saint-Hippolyte-du-Fort. Et cet arbre là, c'est pareil, c'est un arbre qui est parti d'une graine. Il est étonnant, hein. Et il a 23 ans. Et voilà, c'est un fêtier d'Amérique. J'avais les graines, je l'ai planté avant d'habiter ici, je l'avais planté dans un pot, je l'ai gardé en pot. Quand je suis arrivé ici, j'ai mis le pot dans la terre. Quand il était gros comme ça, et il a poussé à toute vitesse. Je m'y attendais pas, il devient aussi gros. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation à la plante, hein, c'est de voir comment elle pousse, comment elle se reproduit, comment elle colonise, parce que ça, c'est intéressant aussi de voir dans un jardin comment une plante va arriver à coloniser au détriment de certaines autres plantes. Hein. Et des fois, j'ai mis des plantes et des endroits, puis ça en a fait disparaître d'autres, parce que la plante prend le dessus. Et c'est pas toujours les plantes qui paraissent les plus importantes, du point de vue volume. Des fois, c'est une petite plante qui s'appelle la menthe de Corse. C'est une petite menthe qui mesure même pas 1 centimètre de hauteur, qui est minuscule, qui est tapissante, et ben elle ne laisse pousser aucune plante entre ses feuilles. C'est étonnant, hein. Le monde extérieur, de qui nous nous défendons dans nos demeures, semblait somme toute un endroit délicieusement habitable. Chaque nuit, un lit y était préparé, eût-on dit, pour attendre l'homme dans les champs où Dieu tient maison ouverte. Je songeais que j'avais redécouvert une de ces vérités, qui sont révélées aux sauvages et qui se dérobent aux économistes. Du moins avais-je découvert pour moi une volupté nouvelle.